Bonsoir, chers fidèles téléspectateurs du groupe La Belle Télévision et bienvenue dans Tête à Tête, la tribune qui laisse toujours place et parole aux divers acteurs du public comme du privé. Avec moi ce soir, la sociologue Madame Aminata Ndiaye. Bonsoir et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonsoir, Penda. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Très bien. Nous allons parler ce soir d'actualité du moment, l'insécurité qui règne au Sénégal et plus particulièrement de la violence, mais dans toutes ses formes. Alors, avec nous, énoncé tantôt la sociologue Madame Aminata Ndiaye. Alors, je vais d'abord vous laisser vous présenter aux téléspectateurs qui nous suivent de partout ce soir. Merci beaucoup, Penda, et derrière vous, toute l'équipe de La Belle TV. Je suis particulièrement honorée de faire partie de vous inviter pour cette importante émission qui est Tête à Tête. C'est toujours difficile de parler de soi. Aminata Ndiaye est une Sénégalaise qui a grandi au Sénégal, fait toutes ses études au Sénégal, des études en sociologie qui m'ont menée dans le monde rural, l'agriculture notamment, la gouvernance sanitaire, gouvernance sur tous les secteurs. Je travaille sur toutes les questions de développement, on va dire. Depuis combien d'années? Ça va faire une vingtaine d'années maintenant. Donc, j'ai fait mes études à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Et c'est là-bas vraiment que j'ai commencé à m'intéresser aux problématiques de développement. Et j'ai eu j'appelle ça une chance d'intégrer très vite le monde rural à travers la Fédération des ONG du Sénégal, le CNCR, donc d'être impliqué à un très niveau important sur toutes les questions qui touchaient l'exploitation familiale, les besoins de semences, etc., qui touchent le monde rural et que nous sommes en train de vivre jusqu'à présent. Donc c'était un espace assez particulier pour une jeune qui vient de débuter, de rentrer dans ce monde, d'apprendre. Un tout autre univers différent de ce qu'on vit actuellement, j'ai envie de vous dire. Absolument, très, très différent et où on apprend. Le monde paysan, c'est un autre monde. Et quand on sort de l'université extérieure, qu'on voit ces gens qui vous acceptent, le principe de base, c'est de respecter leur vie. Et ça, si vous arrivez à le faire, vous avez trouvé pas un emploi, mais une autre famille. Ah, un enseignement riche dans une vie. Tout à fait. Alors, pour en revenir à l'actualité du pays, l'insécurité qui règne, qui terrorise, j'ai envie de dire. Oui. Alors, que révèle aujourd'hui, selon vous, selon la sociologue que vous êtes, la société sénégalaise aujourd'hui? Voilà, une société en pleine mutation. Et je ne sais pas si nous avons pleinement analysé tous les chocs qu'on est en train de vivre actuellement. Mais cette hausse de violence, en fait, traduit tout simplement un malaise. La violence est un baromètre des rapports sociaux, des rapports entre les hommes et les femmes. Chaque fois que nous sommes dans une situation où elle est en hausse, où elle se manifeste grandement, sachez que cette société ou cette communauté est en train de vivre soit des traumatismes, des mutations qui ne sont pas maîtrisées. Maintenant, les questions de violence sont extrêmement complexes et je vais dire multidimensionnelles. La sociologue que je suis a une vision, les explications, les juristes en auront, les anthropologues, les économistes. Je pense qu'il faut aussi une approche multidimensionnelle. C'est ce que je dirais dans un premier temps. Au regard du coup, qu'est-ce que révèle aujourd'hui la société sénégalaise? Vous parliez tout de suite de mutations, lesquelles notez-vous principalement? Le premier niveau, on va aller, parce que la société n'est rien d'autre qu'une addition des familles. Donc je pense que pour parler de la société aujourd'hui, il est nécessaire de parler du premier socle, premier niveau, c'est la famille. Le noyau de la société. Le noyau de la société qui, de façon qu'on soit consciente ou inconsciente, est en crise. Vous savez, il y a des statistiques qui ont été publiées l'année passée sur les taux de divorce au Sénégal. Plus de 126 000 cas. Je ne sais plus. C'est que 300 et quelques par mois. 1000. Oui, 335 par cas, par mois, c'était énorme. Et je pense même que l'institution avait été interpellée. Et ça, ce sont les cas qui sont déclarés devant le juge. Combien de divorces ne sont pas connus? Et qu'est-ce qui se passe?
Qu'est-ce qui se passe dans les foyers? Dans les foyers. J'ai une théorie en disant qu'on se marie seul, on vit seul, on divorce seul. Parce que aller devant le juge est le niveau extrême. Tous les filets sociaux qui étaient là pour tenir le mariage ont disparu. Que ce soit l'oncle, la tante, le grand frère du mari. Ces régulateurs-là qui permettaient, quand le couple est en crise, d'aller pas directement à la séparation, qu'on puisse discuter. Tous ces filets-là ont disparu. C'est les cloisonnements dans les appartements. Et quand on vous dit patience, muñal. Oui. Muñal, ça ne veut pas dire qu'il y a un homme qui est là, vous êtes au-dessus de cet homme pour faire tout ce qu'il veut. Vous avez votre frère, vous avez votre sœur, vous avez été socialisés de la même façon, éduqués avec les mêmes valeurs, vous avez des personnalités totalement différentes. Tout à fait. Alors que vous avez reçu les mêmes valeurs, la même éducation, vous êtes tellement différents dans votre façon d'actualiser votre éducation. Alors imaginez-vous un homme ou une femme socialisée ailleurs, qui a vécu ailleurs, qui connaît d'autres valeurs. Vous décidez de fonder un foyer. Toutes ces différences-là, je pense que la patience, c'est d'essayer de comprendre qu'on est l'autre. Et ça, on n'est pas préparé souvent à faire face à cette vie-là. Et maintenant, une fois le mariage, la lune de miel, on fait face à la réalité, la belle famille qui est là, la société sénégalaise dans son ensemble. On fait face maintenant à d'autres réalités. Donc voilà pourquoi la sociologue Fatou Bintou Dial avait, non seulement on a montré qu'il y a une hausse terrible des divorces, mais qui arrive dans les 5 premières années du mariage, sont extrêmement précoces au Sénégal. Vous imaginez des enfants, le couple a 5 ans, les enfants ont parfois au moment de la séparation, le plus jeune ou la plus jeune a 2 ans, ne reconnaît même pas encore le père ou la mère. Vous imaginez ces enfants-là qui vivent des séparations et on se demande après qu'est-ce qui se passe. Mais il y a tellement de familles séparées, recomposées, nucléaires. Hein? Les sociologues de la famille le diront mieux que moi. C'est tous ces phénomènes-là qu'on n'analyse pas. Cette famille qui est en crise, beaucoup décomposée, vous allez... Parce que le taux de divorce, en fait, ne veut pas dire qu'il y a une désacralisation du mariage. Parce que les femmes divorcées 5 ans plus tard, la moyenne cherche à se remarier. Parce qu'il y a toujours cette pression-là, il faut faire sa vie, etc. Qui est-ce que vous allez faire avec ce nouveau conjoint? Quel environnement de sécurité vous offrez à vos enfants avec cet homme qui n'est pas leur père? Combien de femmes ont les possibilités de moyens d'éduquer leurs enfants, de les nourrir correctement, etc. Très peu. Donc, vous voyez autant de conséquences qu'on n'analyse pas assez. Maintenant, sous les causes, la vie est devenue très dure. Le défaut d'entretien est très courant devant les juges. Et quand on sait que la vie est devenue très chère, il y a beaucoup de charges, l'homme qui doit venir aux ressources, à sa famille de base, il a d'autres contraintes, etc. La femme aussi, donc le coût de la vie est devenu excessivement cher, etc. Après, il y a les relations avec la belle famille ou l'arrivée d'une nouvelle épouse, le maraboutage, l'infidélité, etc. C'est des strates. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que la famille sénégalaise est devenue extrêmement fragile. Et tous les filets sociaux, que ce soit religieux ou sociaux, on ne sent plus cette approche religieuse du mariage. Ça passe ou ça casse, hein, excusez-moi. Donc, tout ce côté sacré-là qui n'existe plus, qu'on n'apprend plus aux jeunes couples à vivre ensemble, fait que dès qu'il y a des agressions, des chocs de l'extérieur, le couple n'est malheureusement pas assez fort. Ces enfants deviennent vulnérables, du coup. Ils sont vulnérables, ils ont des cursus scolaires qui sont instables. Même à l'école, on voit que de plus en plus, l'école est devenue une sphère où les enfants expriment de la violence. On en reviendra avec la télé, etc. Mais aussi, quand tu regardes cet enfant-là, où est-ce qu'il vit? Est-ce qu'il vit avec son père ou ses 2 parents? Où est-ce qu'il... etc. Autant de choses qui font que l'instabilité ou la fragilisation des familles ou des couples joue énormément sur ce phénomène de violence dans notre pays.
on en a parlé aussi. Hein. Les causes, oui. Du coup, là, je cite la famille. Donc, on note que la famille aujourd'hui sénégalaise n'est plus aussi sacrée qu'elle l'était, entre guillemets. Peut-être réenseigner ce que c'est que le mariage, ce que c'est que le mot, comme vous dites. Oui. Et parmi les causes, alors aujourd'hui, on note, comme on disait tout à l'heure, un taux de violence est très élevé. Exponentiel. Quelles sont les causes? Parmi les causes, je peux noter l'aspect économique, le chômage, la jeunesse. Vous avez dit tantôt les taux de divorce. Les élections aussi, peut-être. Très souvent, on assimile les élections, c'est un espace où c'est plus... où cette violence peut s'exprimer également. C'est parce qu'on en a parlé peut-être tout à l'heure. Il y a différents espaces où cette violence s'exprime. Et il y a différentes formes de violence. Je vous ai dit que même dans les ménages, dans les familles, il y a une étude de l'Union européenne qui montrait que 78% des femmes sénégalaises ont été ou ont vécu d'une façon ou d'une autre une forme de violence dans leur famille ou dans leur ménage. Vous voyez, près de 4. Voilà, vous savez, dans la sphère sociale, c'est ce que vous voyez tous les jours, les agressions à main armée, des crimes de plus en plus crapuleux, on en reparlera. Il y a différentes formes de violence dans les ménages. Il y a la violence morale, le fait de mal parler à son conjoint. La violence, l'une des plus formes de violence les plus fermes, c'est le silence. Quand l'autre ne vous écoute pas, c'est très violent. Et pourtant, la violence, c'est pas forcément qu'on a des coups. Il y a des violences qui sont silencieuses. Il y a la violence économique, c'est lorsque les charges du couple sont détenues, contrôlées uniquement par le mari, et que maintenant, vous n'êtes pas d'accord sur les priorités des dépenses. Voilà ce qui mène les couples devant le juge. L'autre chose qu'il faut interroger aussi, c'est que le statut de la femme qui a évolué, de plus en plus des femmes qui sont pourvoyeuses de ressources, qui dépensent dans le ménage, sans que leur statut réellement n'ait changé. D'accord, tu peux cotiser, mais je prends les décisions. Ça ne marche pas comme ça. On se dit, oui, puisque je fais ça, ça et ça, on doit m'écouter plus, C'est toutes ces choses-là qu'on n'analyse pas et qui nous amènent à toutes ces formes, soit devant l'imam ou devant le juge. Donc, pour moi, l'espace politique est un espace d'expression de la violence. Vous avez vu les élections, vous avez vu les candidats qu'on a essayé d'emprisonner, etc. Tous les événements qui se sont passés en mars 2021, que je pense que nous, en tant que sociologues, on doit beaucoup analyser. Maintenant, je voulais rebondir un peu, si vous permettez, sur la jeunesse sénégalaise. La société sénégalaise est extrêmement jeune. Extrêmement, 70%. 70% sont des jeunes. Et combien ont moins de 18 ans? Je lisais un rapport qui disait que le taux de délinquance des jeunes au Sénégal n'est pas proportionnel on peut dire même aux violences que les jeunes vivent. Comment par rapport au chômage? Vous voyez, tous les politiques agricoles, etc., tous les petits projets qu'on avait, ou grands, qu'on avait mis pour les jeunes et qui n'ont pas vraiment eu les résultats escomptés. Et ces jeunes-là qui font face à une société ouverte, mondiale, de consommation, etc., qui ont des besoins. Pour sortir avec des jolies filles, il faut avoir un bon salaire, il faut avoir une belle voiture, etc. Donc, il se dit, il y a un monde où je ne peux pas, les belles filles que je vois sur TikTok ou Instagram, je ne peux pas parler avec ces filles-là parce que je n'ai même pas de quoi manger demain. Je n'ai même pas de quoi acheter ma passe connexion. Vous voyez toutes ces frustrations-là. Quelles sont les politiques gouvernementales vraiment qu'on met en place pour les jeunes? Réellement. Est-ce qu'on a vraiment une politique jeune? C'est un débat qu'on peut poser. Je dirais même genre. Je constate que non, le contenu de ces ministères, vous voyez le ministère de la famille et du genre. Aujourd'hui, c'était la journée de la revue de la stratégie nationale d'équité et de genre, le SNEC 2. On a beaucoup d'espoir qu'il y aura beaucoup plus de résultats en termes de prise en compte du genre. Mais le genre ici, c'est lié à la famille, jeune quinzaine de la femme, etc. Ça me semble encore très
Vous allez en RDC Congo, la ministre du genre, elle est transversale. Un jour, elle est avec la pêche, un autre jour avec l'agriculture, parce qu'elle se dit, par exemple, que dans l'agriculture, elle doit veiller à ce que les femmes aient du matériel agricole, qu'on puisse aller vers des politiques où les femmes ont accès aux vraies terres, etc. Donc, elle comprend son rôle qui ne doit pas être cantonné dans un ministère. On s'adapte juste à... Oui, elle a son regard sur la justice, sur la santé, comment on prend en compte les femmes. C'est pire encore pour le ministère de la Jeunesse, qu'on sent très peu, et qui devait être un ministère extrêmement fort, vu que plus de 50%, 70% de la population est jeune. Qu'est-ce qu'on fait? C'est des quinzaines de jeunesse. Ce n'est pas pour stigmatiser, mais on sent très peu ce ministère qui doit être transversal. Madame la ministre doit être dans toutes les instances des ministères sectoriels pour voir, pour analyser qu'est-ce qu'on peut faire, tout ce qui peut être des ristournes sur le pétrole et le gaz. Elle ne doit pas se taire. Qu'est-ce que va cet argent-là, où est-ce que ça va aller? Qu'est-ce qu'on va faire en termes de projets structurants pour les jeunes, etc. Autant de questions où elle doit... à mon avis, se positionner par rapport à la cible et participer au qu'il faut réellement revoir ou en tout cas donner plus de contenu à ces ministères-là. D'accord. Pour en revenir aux causes, toujours, on a parlé de l'aspect économique, donc de la jeunesse, du chômage, aussi Internet et les réseaux sociaux. Oui, Internet. Qui constituent un danger. On en fait ce qu'on veut, hein. Ça peut être une très bonne chose, mais Internet, c'est la mondialisation. Vous voyez, aujourd'hui, les jeunes, je l'ai dit, ont accès aux réseaux sociaux, ont accès à une masse d'informations critiques que les parents ne maîtrisent même pas. Et ne contrôlent pas. Votre invité de l'autre jour le disait, quand votre enfant vous questionne, soyez très objectif et dites-lui la vérité, parce que ce qu'il vous demande, il le sait déjà. Il le sait déjà. Vous voyez le scandale qui s'est passé à Dubaï. Quand ma fille vient me dire, maman, c'est quoi? Je dis, bon, qu'est-ce qu'elle a déjà vu? Bon, comment je vais expliquer avec des mots qui ne choquent pas? Comment je vais lui expliquer en fait? Parce que je lui en ai pas parlé. Elle a vu. Quand tu vois, avant, sur certaines chaînes, on mettait contrôle parental. Ça n'existe pas sur Internet. Il n'y a pas de contrôle parental. Les enfants peuvent regarder. Donc, et cette fracture-là, j'ai beau être instruit, etc., ce que mes enfants savent d'un smartphone et d'Internet, je ne le sais pas. Donc, même moi, à mon niveau, j'ai du mal à les contrôler. Vous imaginez quand vous n'êtes pas instruit et que vous ne comprenez pas tellement le gap qu'il y a entre vous et vos enfants. Donc ça, c'est... Et l'autre chose, en plus de l'accès à l'information, maintenant, ils découvrent un autre monde de globalisation, etc., avec tout ce que ça joue. L'autre chose aussi, c'est sur la cybercriminalité. Je pense que les crimes, on parle de violence et de crimes, mais les crimes seront de plus en plus virtuels. Il y a tellement de personnes dangereuses qui se cachent derrière ces écrans, qui peuvent donner des rendez-vous à vos enfants à la sortie de l'école, etc. Toutes ces choses-là qui font que quand la famille est fragile, les enfants laissés à eux-mêmes parce que le papa va chercher des revenus, la maman va chercher des revenus, tout le monde part, on quitte, comme vous l'avez dit, hein, on quitte 8 h du matin, et l'école revient à 20 h. Aussi pour l'école n'est pas là pour remplacer les parents. Ils complètent. Mais les valeurs, ça commence au niveau de la famille. Et quand cette famille est faible, la société est nécessairement fragile. Ça, c'est inéluctable. Vous touchez un point très, très, très sensible. Oui, c'est sensible. Très sensible et ça qui interpelle en fait. Ça doit interpeller tout le monde. Avant qu'on aille sur le... Qu'est-ce que le chef de l'État est en train de faire? Qu'est-ce que le gouvernement... par les familles. Le premier niveau, c'est nos familles. Jusqu'où nous, en tant que parents, comme on le disait, les enfants n'ont pas choisi à venir. Quand on va devant le juge, quand est-ce qu'on calcule l'intérêt supérieur de nos enfants, on se dit que
ils n'ont pas demandé à venir. Comment gérer nos frustrations et nos problèmes pour leur assurer finalement cette sécurité, l'éducation qu'on a eu la chance de recevoir, autant de choses dans un monde qui est 10 fois plus agressif, 10 fois plus dangereux, finalement. Je n'ai pas envie de vous dire comment revenir en arrière, mais comment essayer de solutionner ça, en fait. Oui, il faut Est-ce qu'il existe des solutions, des méthodes pour que les familles soient je pense qu'il faut nécessairement revenir aux fondamentaux. Fondamentaux. Je vous allez me dire que tout ne se résume pas à la famille, mais c'est important. Quand vous voyez l'éducation que vous avez eu la chance de recevoir, les parents qui vous ont accompagné pour faire de vous ce que la personne équilibrée ou que vous êtes aujourd'hui. Je ne sais pas si derrière, vous avez eu la chance d'avoir une famille, non à dire normale, des parents qui vous ont donné des valeurs. Et ça, ce n'est pas d'être riche ou pauvre, c'est juste d'avoir la chance de grandir entre ces deux parents. Et comme je vous le disais, la vie économique, il n'y a plus d'espace, des moments d'échange. On mange dans la rue. On revient le soir même. Tout le monde est sur son téléphone. Tout le monde est sur son smartphone. Chacun se sert. C'est le Wi-Fi, ça ne marche pas. Aujourd'hui, pourquoi? On se sert, chacun prend son assiette. Alors que le bol était pour nous des moments, manger, mais notre père, les pères, c'était des moments aussi pour passer les messages à leurs enfants. La maman aussi glissait des messages spécifiques aux femmes, aux filles, ses filles. L'homme aussi partager des valeurs autour du bol. Et quand on rentre après, on se dit, aujourd'hui, le vieux a... Mais ça nous reste après. C'est des petits messages comme ça. Il n'y a plus cette sociologie du bol, ces échanges-là, etc. Mais il nous faut revenir aux fondamentaux du mariage. Qu'est-ce qui est finalement sacré dans le mariage? Est-ce qu'on ne devrait pas l'enseigner? Du coup, j'avais une amie qui était pourquoi pas le remettre dans le système éducatif? Elle était chrétienne et elle me disait qu'elle préparait son mariage. Et ça, c'était 6 mois avec le fiancé où il fallait chaque fois retourner chez le prêtre qui leur disait avant vous vous engagez, sachez que ça, pendant 6 mois. J'ai dit, ça, parce que chez nous, c'est inéluctable. Normalement, c'est pas chez eux. C'est moi. Oui, normalement, c'est pour la vie, normalement. Mais il faut, pourquoi pas? Parce que je vous dis que c'est les jeunes couples, avant d'éduquer, de donner des valeurs, il faut en avoir soi-même. Et il faut qu'il y ait ce retour aux fondamentaux. On apprend à vivre ensemble. On apprend à fonder une famille. On apprend à faire face au choc de la vie, tout simplement. Donc ça, je ne sais pas si on apprend ça à l'école et tout ça. On devrait, mais je pense. L'école est un moyen. Vous avez vu que sur mes centres d'intérêt, avec l'UVS, je vais vous dire pourquoi. L'université, j'ai fait une publicité gratuite au professeur Sen. Ils sont en train de lancer des programmes pour revenir vers une recherche qui est orientée vers le développement, qui est beaucoup plus pratique. Et dans ces programmes phares, il y a un programme sur la citoyenneté pour enseigner des valeurs aux enfants dès le plus jeune âge. La citoyenneté, on n'attend pas d'avoir 18 ans pour savoir qu'il ne faut pas casser un bus, etc. Quand vous allez au Cap-Vert, ce que j'ai retenu de ce pays, vraiment, c'est ces valeurs citoyennes qu'on lance. Ils ont des superbes plages. Il n'y a que de l'eau là-bas. Mais quand vous voyez les enfants jouer 5 ans, 6 ans à la plage, manger leurs chips et tout ça, après, ils vont aller chercher la poubelle la plus proche pour aller mettre. C'est là-bas que la première fois que j'ai vu les masques pour enfants. Et c'est une discipline extraordinaire. Ça, c'est à l'école qu'on leur apprend qu'on ne doit pas salir nos plages. Vous devez respecter, faire le rang. Vous devez. C'est dans cet âge-là qu'on apprend. Donc, je pense que c'est des projets qui sont extrêmement importants. Mais revenir aussi à nos modèles. Peut-être qu'on va en reparler. Les modèles, quels sont nos modèles aujourd'hui? Qui devrait-on enseigner? On a des modèles religieux. On a des modèles religieux. Politique, bon, vous savez, sur la sphère politique, vous savez qu'on a un problème de modèle. Moi, quand je regardais, lorsque l'ancien président Abdoulaye Wade a parlé pour la première fois en disant
ces généraux autour de lui qui étaient en train de rire, moi, j'étais vraiment choquée. Après, c'était, voilà, on peut se dédire. On peut être une personne adulte, se dédire, échanger. Et c'est devenu un jeu maintenant. Les jeunes, de toute façon, ça ne m'engage à rien, je peux changer. Ça, c'est des choses qu'il faut. Pour nous, les hommes politiques, c'est une race entière où on peut faire de la transhumance. On a beau vous mettre des VAR, vous les journalistes, vous avez des VAR, vous vous rappelez qu'il y a 5 ans, Madame Ndiaye, vous disiez qu'il faut revenir aux valeurs fondamentales. Maintenant, vous êtes dans d'autres choses. Ça ne choque personne. Il avait dit ça va 5 ans plus tard. Et on en rit. On rit, malheureusement. Donc, politiquement, là, on est dans une crise. Et je ne veux pas le nommer, mais bon, le candidat jeune qui fait aujourd'hui que beaucoup de jeunes sont derrière lui, je pense que les gens sont en quête de renouveau. Surtout les jeunes, de modèles de rupture, de quelqu'un qui leur dit autre chose. Voilà pourquoi aussi ce genre de scandale-là peut être forcément très nocif pour son image qu'il doit soigner. Parce que je pense que si les jeunes sont engagés à suivre ce modèle, c'est qu'ils ont juste besoin de rupture, de voir autre chose, tout simplement. Dans le fait religieux, il y a beaucoup d'avancées. Actuellement, ces jeunes, je vous l'ai dit, c'est des jeunes ouverts à la mondialisation, c'est des jeunes d'Internet, c'est des jeunes qui sont très critiques. J'ai envie de me demander, est-ce que c'est les jeunes aussi qui retournent de plus en plus vers la religion? Oui, il y a un regain, il y a ce constat aussi. Mais ils sont encore plus exigeants par rapport aux repères religieux. Aujourd'hui, moi, je dis que je suis un jeune guide religieux, je ne dois pas fréquenter les mêmes endroits que ces jeunes. Je ne dois pas avoir les mêmes envies, je ne dois pas faire les mêmes choses. Il faut faire attention. Je suis à un niveau où je suis à un niveau d'aspiration spirituelle. Je vous amène vers Dieu, etc. Ça, c'est dit, mais ça doit se traduire dans tous les comportements de tous les jours. Si vous avez les mêmes habitudes, on va se dire, mais finalement, est-ce qu'il va nous amener vers le paradis perdu? Parce que moi, mes péchés ou les choses dont je n'arrive pas à me débarrasser, je vois qu'il fait les mêmes choses. Donc, tout ce qui sait à quoi ça sert. C'est ça par exemple, que les jeunes se disent. L'autre chose, c'est par rapport à toutes ces crises-là, un renouveau dans le discours religieux. On a des attentes. Comme le faisait Mme Abdou Aziz ou autres, c'est des discours qu'on écoute encore quand l'école était en crise ou qu'il y avait des grèves, etc. Je pense qu'actuellement, la société attend aussi ce message ou cet appui par rapport à tout ce que les gens sont en train de vivre comme crise, comme problème, que ces guides puissent aussi avoir une position allant dans le sens de défendre soit les citoyens ou les disciples, on pourra le dire comme on veut. Mais en tout cas, ces modèles sont là, mais sachez que ces jeunes-là sont beaucoup plus exigeants. Et aussi, qui sont intéressés par la quête de la connaissance. C'est pas, parce qu'Internet aussi, on apprend. Voilà pourquoi je pense qu'il y a beaucoup de choses à surveiller. S'ils ne voient pas des réponses claires à leurs questionnements métaphysiques, ils seront tentés d'aller voir autre chose versus toutes les crises, vous savez, sur l'islamisme, etc. Parce que ces gens-là ne recrutent que dans des sphères où les jeunes sont désespérés, où les jeunes ne travaillent pas, etc. On leur propose un autre monde, une autre façon de se réinventer. Donc, je pense qu'il y a autant de choses que nous devons surveiller. Redoubler de vigilance à cet égard. Absolument. Quelles solutions peuvent être apportées, Madame Ndiaye, avant de nous quitter? Les solutions, je vous l'ai dit, qu'il faut... Déjà, c'est une analyse multidimensionnelle. Par rapport à l'État, vraiment, donner plus de contenu dans les ministères qui touchent les femmes et les jeunes. Qu'il y ait plus également d'équité et de justice dans les ressources. Parce qu'une société où il y a trop d'inégalités crée la violence, crée les meurtres, etc. On est sur les enjeux du pétrole, etc. Moi, ma question, c'est le gaz qu'on va exploiter à Saint-Louis, ma ville là. Mais comment ça va se traduire dans mon porte-monnaie, dans ma vie de tous les jours. Donc vraiment, cette redistribution des ressources, des politiques qui sont vraiment beaucoup plus justes, n'est-ce pas?
pour ce qui est de nos responsabilités, que ce soit l'école, tous les espaces, et qu'on soit plus attentif aux messages que nous donne cette jeunesse, c'est nos enfants. Ouais. Hein? C'est des messages de détresse qu'ils nous donnent. C'est des messages que nous devons, en tant que parents, essayer de décoder, de comprendre et de savoir, je le répète, quand le premier niveau est fragile, la société est fragile. Et donc, il nous faut aller en ce retour vers les valeurs familiales, mais aussi les valeurs de solidarité, tout ce qui faisait de nous une société africaine ou religieuse, tout simplement. Parce que je pense que toutes les religions ont révélé, prônent la solidarité, les valeurs intrinsèques, tout simplement. Vos convictions et rêves? Voilà, une société beaucoup plus juste, hein, je l'ai dit. Et moi, ma conviction, c'est que sur les questions de développement, on a de la vie, on a chacun un rôle à jouer. Les solutions, ces émissions en font partie. Les espaces d'échange pour expliquer ce qui se passe. Mais communiquer aussi avec les parents, les jeunes, les politiques, tout le monde. Ça aussi, ça fait partie des solutions. Il faut en parler et sans passion, de façon froide, qu'on prenne nos responsabilités en tant que parents, en tant que gouvernants, etc. pour venir à bout. Chacun a son rôle à jouer pour le Sénégal ou le monde que nous voulons. Mais il faut y croire et il faut le faire aussi. Il faut le faire aussi. Votre mot de la fin? Remercier Label TV pour cette confiance et cette possibilité que vous nous avez donnée de pouvoir nous donner nos petites connaissances sur cette problématique qui est finalement très vaste et qui engage la responsabilité de tous. Merci beaucoup, Madame Ndiaye. C'était un plaisir de vous recevoir. Merci. Merci à tous de nous avoir suivis. Quant à moi, je vous donne rendez-vous prochainement pour un autre tête-à-tête, un autre invité, une nouvelle thématique. En attendant, retrouvez l'intégralité de cette émission sur toutes nos plateformes digitales. À très vite.